Poutine maintenant est en train de lancer un avertissement à Lapid. Si tu viens de devenir Premier ministre, sache que les règles du jeu, avec moi, elles sont telles ou telles. C'est avant tout un avertissement à Lapid que Poutine a choisi de faire par le truchement de l'agence juive et pas par le truchement de la Syrie. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Eliezer Chargorovski. Bonjour Boker Tov Eliezer. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons bien besoin de votre éclairage pour comprendre, on va dire, la portée de cette crise, on va dire, de plus en plus ouverte, de plus en plus aiguë entre Israël et la Russie, autour de l'intention de la Russie de fermer les bureaux de l'agence juive. Alors, je voudrais d'abord avoir votre appréciation. Vous êtes un expert en matière de relations avec la Russie. Vous connaissez bien entendu, les communautés en Russie. Que pensez-vous de la réaction de Yair Lapid, cette réaction qui se veut être très ferme, qui envisage de rappeler l'ambassadeur d'Israël à Moscou, qui menace de fermer le centre culturel russe en Israël? Est-ce que c'est la bonne méthode face à Vladimir Poutine, à votre avis? Je ne sais pas quoi dire, parce que d'un côté, on est naturellement porté à dire, écoutez, Lapid, c'est le grand professionnel des déclarations qui est incapable de mener une politique. Mais d'un autre côté, c'est ne pas jouer le faible et le provincial face à la Russie. Ça a aussi ses avantages. Maintenant, d'un autre côté, il faut prendre en condition que même si vous jouez la carte dure au niveau déclaratif, eh bien, il faut jouer parallèlement, pratique et pragmatique au niveau de l'action, de ce que vous faites. Et là, j'ai pas encore entendu qu'il y ait eu un coup de fil, coup de téléphone entre Lapid et Poutine, parce qu'il faut savoir que c'est pas pour rien que la Russie s'en prend à ces 200 ou 250 000 juifs à l'agence juive qui touche essentiellement à la présence et la capacité de faire le rallia du quart de million de juifs qui sont là-bas, parce que c'est le point faible. Elle pourrait s'en prendre à nous en Syrie, mais elle peut faire piètre figure là-bas face à notre armée. Et c'est pour ça que s'en prendre à ces juifs qui sont ses citoyens, eh bien, c'est véritablement le point faible juif d'Israël là-bas, et le point le plus accessible pour nous causer du tort et pour nous faire du mal. Et là, on est ces juifs qui sont, je vais le dire franchement, qui sont quelque part des otages et qui doivent toujours être pris très sérieusement en considération par le gouvernement israélien, qu'il mène une politique plus dure ou moins dure vis-à-vis de Poutine. Et vous avez le sentiment là que le gouvernement israélien ne tient pas compte justement donc de cette situation délicate des juifs de Russie? Écoutez, pour répondre à cette question, il faut savoir quel est le rôle de l'agence juive, en général et de l'agence juive en Russie. C'est-à-dire toutes les organisations qui représentaient les intérêts d'autres pays ou qui étaient financées des NGO, des organisations non gouvernementales qui étaient représentées en Russie, eh bien, elles ont dû fermer, elles ont dû partir en tant qu'agents internationaux. On a trouvé un statut particulier pour permettre le maintien de l'activité de l'agence juive en Russie. Pourquoi? Pour maintenir la capacité des Juifs, pas seulement de faire leur aliyah, mais d'étudier l'hébreu, de participer à des colonies d'été, des colonies d'hiver, de participer à des programmes de l'agence juive, que ce soit Taglit, que ce soit Onward, que ce soit des dizaines de programmes. Si on ferme l'agence juive, eh bien, on ferme le lien qui est maintenu entre Israël et les Juifs de Russie, même s'ils ne sont pas encore décidés tous à faire leur aliyah, bien qu'il y a déjà quelques dizaines de milliers qui se pressent au portillon de l'agence juive. Maintenant,
pour maintenir cette présence, eh bien, il fallait respecter les règles du jeu. Pas des règles du jeu autocratiques ou antidémocratiques, mais des règles du jeu de rapport entre le Premier ministre israélien et le président russe, à savoir Poutine. C'était un rapport qui était maintenu à un très haut niveau par Netanyahou. C'était un rapport que Bennett a essayé de maintenir. C'est un rapport qui n'est pas maintenu par Lapid, qui, au lieu de ça, essaye d'envoyer un groupe de juristes, comme si les juristes en Russie, lapsus freudien, comme si les juristes en Russie avaient un quelconque rôle. La seule personne qui décide, là-bas, c'est le pouvoir central, à savoir Vladimir Poutine et son entourage. Maintenant, à ce niveau-là, il faut jouer le jeu. Voilà. Est-ce que vous craignez, comme par exemple c'est le cas pour, on va dire, l'état-major israélien, les responsables de la défense nationale, que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire peut-être la fermeture des bureaux de l'agence juive, ça soit un prélude à un arrêt brusque de la coopération entre Israël, entre Tsahal et l'armée russe dans les sels syriens? Est-ce qu'il est possible, vous pouvez envisager que Poutine, fournissent par exemple à la Syrie d'autres batteries de missiles et qui risquent de poser de véritables problèmes aux avions israéliens? Est-ce que c'est possible, à votre avis, que Poutine aille jusqu'au bout, y compris dans le dossier syrien? Je pense que pour répondre à cela, il faut voir le niveau micro, il faut voir le niveau macro. Le niveau micro, c'est que Poutine maintenant est en train de lancer un avertissement à Lapid. Tu viens d'entrer en liste, tu viens de devenir Premier ministre, eh bien, sache que les règles du jeu, avec moi, elles sont telles ou telles. Je me rappelle très bien de ce que tu as, de tes déclarations, d'être du bon côté de l'histoire, etc., que tu étais la partie beaucoup moins neutre dans le gouvernement israélien, que ce soit par rapport à Bennett ou que ce soit par rapport à d'autres de tes ministres, entre autres ton ministre des Finances, etc. Eh bien, maintenant, c'est avant tout un avertissement à Lapid que Poutine a choisi de faire par le truchement de l'agence juive et pas par le truchement de la Syrie. Pourquoi pas par la Syrie? Parce que aujourd'hui, la Russie, eh bien, tout le monde a vu ce que valait son armée. Elle ne veut pas grand-chose. C'est un monstre sur des pieds d'argile. C'est des pièces qui manquent, c'est des soldats complètement démotivés, et c'est en plus des forces que Poutine doit prendre de ses autres fronts, que ce soit au sud de la Russie ou que ce soit ailleurs, entre autres la Syrie, où il doit se replier. Donc, jouer la carte syrienne pour lui, maintenant, ce n'est pas en sa faveur. Au contraire, il veut se replier. Maintenant, ça, c'est au niveau micro. Au niveau macro, on peut voir au niveau historique que, effectivement, ça fait déjà environ 15 ans que la Russie essaye, en tout cas, de reprendre du poil de la bête et de revenir à ces dimensions d'empire impérialiste, etc., que ce soit en Géorgie, que ce soit en Tchétchénie, que ce soit dans le Donbass en 2008, que ce soit maintenant, en 2014, pardon, que ce soit maintenant avec l'Ukraine. Et là, quand tu joues la carte impériale, eh bien, tu la joues effectivement partout. Et quelle est la question qui doit nous intéresser? C'est quelle est la place des Juifs dans tout cela? La place des Juifs, quand la Russie devenait un empire, eh bien, elle n'était jamais très enviable. Et là, j'arrive au point essentiel, c'est que avec Poutine, tout impérial et dictatorial qu'il a, il a une place chaude, Ken, et il est un rempart devant l'antisémitisme. Je vais le formuler comme ça. Il est un rempart devant l'antisémitisme viscéral présent en Russie depuis que les Juifs y sont arrivés dans la zone de résidence fin XVIIIe siècle.
Et du moment qu'il part, du moment pour telle ou autre raison, eh bien, dans la guerre de succession qui doit suivre son départ, eh bien, les premières victimes, les premiers boucs émissaires, ça va être les Juifs. Et même si aujourd'hui, il n'y a que 12, 20, 30 000 qui considèrent ou qui veulent faire leur aliyah, qui veulent monter en Israël, et que les autres pensent, bon, ben, on peut continuer, tant bien que mal, de faire nos affaires, etc., continuer à vivre à Moscou et Leningrad, eh bien, du moment que Poutine il sera parti, eh bien, ils seront les premiers à être menacés par tous ceux qui vont suivre. Pourquoi? Parce que personne ne va être tenu à respecter le rapport à ces protecteurs qu'entretient Poutine avec les Juifs. Ils vont juste essayer de continuer à son entreprise impériale, de retour de la Grande Russie, etc., sur l'échiquier international. Mais encore une fois, là, un grand danger guette. Ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que d'une manière ou d'une autre, même si cette crise elle est sérieuse avec Poutine, eh bien, si au lendemain on va dire, lorsque Poutine ne sera plus là, eh bien, la situation des Juifs risque de se détériorer jusqu'à peut-être une refermeture du rideau de fer. Quand on essaye de mettre en œuvre une politique, eh bien, je pense qu'il faut toujours se poser la question, mais attendez, quelle est l'alternative? Et là, quand on regarde l'état des lieux en Russie, eh bien, plus de 80% de la population soutient Poutine. Donc, ceux qui vont venir à sa place, eh bien, c'est pas qu'ils vont déclarer, ils vont faire la paix séparée à la Trotsky ou à la Lénine, comme il y a 105 ans à Brest-Litovsk, où la Russie est sortie de la Première Guerre mondiale. Je ne pense pas que c'est ça qui va se passer. Bon, il va y avoir une guerre de succession, etc. Il y a plusieurs forces en présence. Et donc là, quand on joue le caïd face à Poutine, peut-être que c'est justifié. Il ne faut pas jouer le faible. Mais d'un autre côté, il faut voir quelle est l'alternative à Poutine et quelles en seront les conséquences pour les 200-250 000 de Juifs qui vivent encore en Russie. C'est ça que je dis. Prendre en considération quelle sera l'alternative, et peut-être que Poutine, c'est loin d'être idéal. Sa politique, elle est atroce, elle est cruelle, elle est dictatoriale, elle est impériale, elle fait fi des droits de l'homme, etc., etc., etc. Mais là, il faut un peu peut-être descendre de son niveau cosmopolite et voir, mais attendez, il y a quand même quelques centaines de milliers de Juifs ici. Peut-être qu'ils n'agissent pas de la manière la plus futée, lorsque eux aussi, ils soutiennent assez en masse la politique Poutine. Est-ce que pour cela, je dois oublier le principe que ce sont mes frères et que nous sommes tous responsables les uns des autres? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on doit mettre de côté la carte juive? Je ne suis pas sûr. Vous êtes vous-même en contact avec les communautés juives de Russie. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle aujourd'hui et peut-être de cette crise entre Israël et Poutine? Écoutez, il faut savoir, il y a les différences. Les leaders, ils préfèrent se taire. Ils préfèrent se taire. Pourquoi? Parce qu'il y a une exigence des autorités de prêter allégeance et de justifier la politique de Poutine. C'est le cas, par exemple... Il passe en Ukraine une guerre, mais une opération militaire, et disant que l'Ukraine actuelle, eh bien, ce sont tous des descendants des apôtres de Bendera, tous des fascistes, etc., etc. Moins que cela ne va pas. Et donc, résultat, vous avez des grands rabbins comme le Rav Pinchas Goldschmidt, qui a quitté, qui n'est plus chef de la communauté, qui n'est plus grand rabbin, qui a quitté sa communauté, etc., etc. Mais par contre, par exemple, puisque vous parlez, préfèrent ne pas s'exprimer. Maintenant, d'autres, par exemple, c'est le cas intérieur mené dans la communauté parmi les Juifs. Eh bien, vous trouvez un pourcentage très très fort de soutien à la politique de Poutine. Pourquoi? Parce qu'il y a assimilation dont l'aspect idéologique, eh bien, c'est adopter l'opinion de la majorité qui subit un lavage de cerveau monstre par la télévision russe,
Et donc, on pense la même chose, d'autant plus que c'est pratique. Mais encore une fois, il y a danger. C'est que la Russie est en train de revenir à son passé ou à son futur autoritaire, si ce n'est plus, et que la Russie, eh bien, elle peut choisir un autre leader un jour ou l'autre que Poutine. Eh bien, c'est un véritable danger. Et à cela, Israël, en tant qu'État juif, eh bien, il doit aussi se préparer. Eh bien, on comprend, la situation n'est pas aisée, n'est pas facile. Merci beaucoup, Dr Eliezer Chargorodski, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de relations internationales et de sciences politiques, en particulier dans le domaine de la Russie et des pays de l'Est. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Shavuot Tov.